Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Vous êtes nombreux à être fidèles jour après jour aux grandes virées que nous propose Franck Ferrand, au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour cher Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous évoquons aujourd'hui une des dates les plus célèbres de l'histoire de France, 732, la victoire de Charles Martel sur Abd ar-Rahman à Poitiers. L'événement est connu en surface, mais vous allez voir que dès qu'on creuse un peu, on tombe sur de gros doutes. On ne sait pas si la bataille a eu lieu en 732 ou 733. Plusieurs lieux se disputent l'honneur de l'avoir accueilli. Les sources sont peu nombreuses, très peu précises, et du coup, les interprétations de l'événement ou des événements, car c'est peut-être un multiple événement, sont innombrables. Et vous avez convié deux invités de marque à nous rejoindre sur Europe 1. En effet, le grand médiéviste Philippe Contamine nous fait l'honneur d'être avec nous, ainsi qu'un des meilleurs connaisseurs du monde musulman, Malek Chebel, qui dans un instant va nous surprendre peut-être à propos de l'expansion arabe dans la Gaule de l'époque. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. À l'époque où l'histoire de France servait aussi à entraîner la mémoire des écoliers, on est toujours dans le débat qui sévissait chez Patrick Roger. Ouais. On leur faisait apprendre cette date par cœur. 732, Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers. La phrase présentait au moins le mérite de la simplicité. La date et le lieu étaient nets, la définition de l'événement sans bavure, et pourtant. Moi-même originaire de Poitiers, je me suis tôt intéressé à ce très vieux fait d'armes, et dès l'adolescence, j'ai découvert qu'en vérité, tout cela était moins sûr que ça pouvait en avoir l'air. Les belligérants, d'abord, sont sujets à caution. Abd ar-Rahman, gouverneur d'Al-Andalus et donc représentant du califat omeyyade de Damas, commande des Sarrasins, mais aussi et surtout des Maures, très majoritaires dans ses troupes. Nous allons voir la distinction qu'on peut établir. Ils sont, ces Maures, des Berbères islamisés venant d'Afrique du Nord, et face à lui, donc, il a, qui a-t-il? Est-ce que c'est le duc d'Aquitaine? Est-ce que c'est le maire du palais d'Austrasie, Charles dit Martel? Enfin, on va voir tout ça dans le détail. Le lieu, ensuite, Poitiers. On sait que les hommes d'Abd ar-Rahman ont fait une razzia sur Poitiers, qu'ils ont mis à sac un beau sanctuaire, l'église Saint-Hilaire-le-Grand, qui n'était pas encore la sublime église romane qu'on connaît aujourd'hui. On sait aussi qu'ils ont fait de même à Tours, au sanctuaire majeur de Saint-Martin de Tours. Les Francs les auraient laissés, dit-on, c'est une des versions, se lester des trésors pillés afin de mieux les abattre sur la vieille voie romaine entre Tours et Poitiers, d'où le nom que les chroniqueurs arabes ont donné à la bataille du pavé ou de la chaussée des martyrs. Où était-ce au juste? Près de Tours, à Ballon-Miré, près de Poitiers, à Moussel-la-Bataille, entre les deux, près de Châtellerault, à Senon, ou même ailleurs, puisque 38 sites proclament être le site de la bataille de Poitiers. Vous voyez que le débat reste ouvert. Après quoi? La date. Les chroniqueurs chrétiens situent la bataille un samedi d'octobre. Les chroniqueurs musulmans disent qu'elle aurait eu lieu le premier samedi du mois de Ramadan, donc si l'on est en 732 après le 23 octobre, ce qui pourrait être le samedi 25 octobre 732, c'est la date généralement retenue. Seulement, côté franc, seule la chronique de Moissac situe clairement la bataille en 732. D'autres chroniqueurs parlent de 733, et dans les annales d'Hildesheim, en partie effacées, on devine le dernier chiffre du quantième qui serait un 7, enfin un V et 2 I, vous savez. Or, le seul samedi d'octobre qui en 732 et 733 tombe un jour en 7, c'est le samedi 17 octobre 733. Vous voyez que tout ça est complexe. Enfin, la portée même de l'événement. Nous allons en débattre tout à l'heure, c'est l'objet de cette émission. Disons déjà que ce qui est certain, c'est qu'au début des années 730, alors que les rois mérovingiens ont perdu beaucoup de leur autorité, le maire du palais, Charles dit Martel, c'est-à-dire le marteau, a opposé à la poussée l'avant-garde, a opposé à la poussée de l'avant-garde des Omeyyades, qui venait donc d'outre-Pyrénées, une résistance assez ferme, assez brutale même, pour hâter la fin à l'ouest de l'expansion arabe et asseoir le pouvoir des Francs sur la Gaule, qui deviendra bientôt la France, et le pouvoir de sa propre famille au sein du royaume franc. Ses descendants vont fonder la dynastie carolingienne. Le tout au détriment, nous allons y venir aussi, du puissant duché d'Aquitaine. Alors, est-ce que les Sarrasins et les Maures se seraient arrêtés d'eux-mêmes sans le coup d'arrêt donné par Charles Martel? C'est ce que nous allons essayer de déterminer là tout de suite pour commencer.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avant votre récit, Franck, sur Europe 1, nous nous intéressons à la bataille de Poitiers en compagnie de votre premier invité, l'anthropologue et historien de l'islam, Malek Chebel. Bonjour Malek Chebel. Bonjour. Alors la grande question de tout ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est celle de l'arrêt de l'expansion arabe, cet empire arabo-musulman tout à fait extraordinaire. Les événements qui nous occupent se situent en l'an 114 ou 115 de l'Hégire, c'est-à-dire alors que l'islam est encore une religion très récente. Et très puissante. Et très puissante. Parce qu'elle continuait, si vous voulez, à islamiser de l'autre côté de la planète. En réalité, l'expansion de l'islam n'aura duré en tout et pour tout qu'un siècle. 650 à peu près, 750. C'est l'expansion militarisée de l'islam, si vous voulez, avec les cavaliers d'Allah, etc. Donc ça, elle n'aura duré au fond qu'un siècle sur les 14 siècles et demi d'existence de l'islam. Avec un succès qui est quasiment sans précédent dans l'histoire. C'est une expansion très rapide. Vous imaginez que l'armée américaine elle a mis des mois et des mois pour s'installer à Bagdad. Les Arabes, eux, ils ont mis un siècle à peine pour couvrir et recouvrir et coloniser, si je puis dire, et islamiser en tout cas, de l'Arabie ancienne jusqu'à l'Andalousie. Un seul siècle. Et donc, on dit musulmans, mais là, peut-être il faut tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour savoir un peu de qui il s'agissait. Exactement, bien sûr, c'est l'essentiel, oui. Parce que, évidemment, l'islam étant arabe au départ, islam musulmans donc au finish, mais au fond sur tous les territoires que les musulmans vont conquérir, ce sont surtout les autochtones qui vont servir de fer de lance. Et pour le coup, pour l'Andalousie, le sujet qui nous intéresse, ce sont surtout l'Andalousie, c'est la péninsule ibérique qui est... Oui. C'est Jazirat al-Andalus en arabe, c'est la péninsule de Al-Andalus, d'où le nom donc d'ailleurs qui a survécu au fond. Ce sont les Berbères du Maroc, essentiellement du Maroc et du hinterland marocain et maghrébin. Et Tariq ibn Ziyad, donc ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Berbères, mais qui ont été islamisés. Tous les soldats à peine islamisés, parce que on est sous les Omeyyades. Les Omeyyades, la maison Omeyyade était installée à Damas, c'est la première dynastie de l'islam. Elle est là depuis quelques décennies seulement. Lorsque, évidemment, Amr ibn Moussa, qui est le gouverneur donc pour les Frikya de l'époque, le Maghreb de l'époque, eh bien, envoie Tariq ibn Ziyad, le conquérant finalement, pour franchir le détroit de Gibraltar, le nom est fondé sur son nom, Tariq ibn Ziyad, donc Jibal Tariq, le mont, la montagne, le monticule de Tariq, pour conquérir l'Andalousie. D'abord, il envoie un an avant, 710, un gars pour vérifier la faisabilité de l'expédition. On dit que c'est Tarif. Donc il est allé en éclaireur, et le nom de Tarifa aujourd'hui en Espagne est fondé sur son nom. Et il dit les chrétiens sont suffisamment divisés pour qu'une opération de conquête éclair devienne possible. Et même il légitime un peu la conquête à venir sur le fait que les chrétiens étaient très divisés et très démoralisés. Et donc après 711, Tariq ibn Ziyad conquiert l'Andalousie, enfin ce qui deviendra l'Andalousie, créant d'ailleurs la jalousie de son maître, parce que Tariq était un maoula, ce qu'on appelle un mawali, c'est-à-dire un assujetti. C'est un berbère assujetti à l'autorité, si vous voulez, Omeyyade de Damas. Pour l'instant, on est encore à Damas. C'est encore le califat de Damas. C'est encore le califat de Damas. Après, ça deviendra un émirat donc de Cordoue. En Andalousie, l'émirat de Cordoue, en effet, avec Abdelrahman. Et donc, ce sont des Berbères qui ont colonisé l'Andalousie. Essentiellement, on dit c'est de l'ordre de 7000 soldats. C'est un chiffre un peu, moi, dans mon appréciation, assez exorbitant. Parce que 7000 soldats, cela voudrait dire au moins 700 peut-être même embarcations qui franchissent le détroit de Gibraltar. Ça vous paraît beaucoup? Ça me paraît excessif. Oui. Ça me paraît excessif. 7000, ça me paraît être un chiffre pour encourager les soldats, tout ça. Alors, en tout cas, c'est une très petite population militaire qui va prendre le contrôle de toute la péninsule ibérique. C'est tout assez... Donc, ce sont d'abord les soldats... Pas d'un seul coup, quand même, disons. Pas d'un seul coup. C'est progressif. Les soldats de Tariq ibn Ziyad, le conquérant Tariq, de Tariq, pour nos auditeurs. Tariq ibn Ziyad, qui a donné donc Gibraltar, conquiert l'Andalousie. L'année d'après, et par Cordoue, il passe par Cordoue. L'année d'après, le général en chef, le gouverneur en chef du Maghreb était jaloux
et des exploits de son second, parce qu'un peu c'est son second qui a conquis l'Andalousie, vient avec une armée et déploie son armée plus importante, il va conquérir l'Andalousie par Séville. Et donc ce sont les deux branches de cette armée-là qui vont s'installer progressivement de village en village en Andalousie. Et bientôt, ils vont franchir les Pyrénées et commencer à essaimer dans l'ancienne Gaule. Alors c'est là que nous entrons dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Franck Ferrand sur Europe 1. Un extrait sur Europe 1 du chant mozarabe de la cathédrale de Tolède. Une grande date aujourd'hui est à l'honneur, 732, la bataille de Poitiers, Franck. Alors cette bataille de Poitiers, qui va intéresser non seulement les Poitevins, mais j'espère tout le monde, est au cœur même de la problématique de l'expansion de l'islam, de cet empire arabo-berbère en vérité. Alors, arabo-berbère, musulman. Et musulman, bien sûr. Par définition. Alors, on a ces termes de sarrasins, de maures. Est-ce qu'on peut assimiler les sarrasins aux arabes et les maures aux berbères? Est-ce que c'est aussi simple que ça, Malek Chebel? Sarrasin, ça remonte déjà à l'Antiquité. Voilà, c'est un mot qui remonte à l'Antiquité. C'est le nom que les Grecs donnaient aux Arabes. Absolument, en fait. C'est un mot donc antérieur à l'islam. Et donc, il faut l'utiliser dans l'imaginaire, évidemment, gréco-romain, parce que sinon, on ne comprend pas exactement. Là-dessus est venu l'arabe bédouin, si vous voulez, qui a donné naissance à l'islam. Là-dessus est venu l'arabe, un peu l'arabe, mais beaucoup l'africain. Hein? Donc le maure vient de Mauritanie. Là encore, c'est toujours des terminologies romaines. Bien sûr. Hein? Et puis après, l'Andalousie. Donc ce sont quand même des mots qui vont traduire des réalités progressives dans l'histoire, chronologiquement parlant, et qui revêtent des significations plus ou moins exactes et plus ou moins étendues. Donc c'est un peu en poupée russe. Hein. Donc on nomme les gens au fur et à mesure de leur islamisation. D'autant que c'est rapide. Je vous signale juste 3 dates très importantes. 632, le prophète meurt. 732, donc la date de Poitiers. Enfin, 710-711, déjà la conquête de l'Andalousie. 732, la bataille de Poitiers, enfin, dite de Poitiers. Vous voyez, donc, sur ces 3 dates-là, on a un siècle seulement. La rapidité avec laquelle l'islam s'est étendu et donc aussi la capacité ou l'obligation, l'impératif majeur de nommer, si vous voulez, les populations qu'on rencontre et qu'on islamise et qu'on utilise aussi comme soldats. Alors, ce nom va donner, dit-on, un certain nombre de noms de familles en France. Il semblerait, moi, on me disait... Les Morel. Voilà, les Morel, Morin, Moreau, Morisson, oui. Etc. viendraient en partie, en tout cas, de cette présence. Il suffit de dire qu'il y a tout un dictionnaire français ou bilingue, on va dire, de mots empruntés de l'arabe qui sont passés par l'italien, par l'espagnol, par le portugais et qui convergent tous et qui font partie maintenant de la richesse nourricière de la langue française. Alors, est-ce que ce califat de Damas, est-ce que ces Omeyyades ont l'intention de coloniser, d'envahir la Gaule? À cette époque, on les voit franchir les Pyrénées et on les voit arriver aussi par voie maritime jusque dans le delta du Rhône. Alors, il y a plusieurs voies. Il y a la voie maritime, bien sûr. Les Arabes découvrent à ce moment-là, si vous voulez, la navigation et découvrent l'usage des bateaux et des navires. Et on les voit aussi venir par d'autres portes de l'Europe, notamment par la Tunisie, hein, quand ils découvrent, évidemment, quand ils occupent la Sicile. Mais est-ce qu'à cette époque-là, déjà, les Omeyyades, la maison Omeyyade, avaient l'intention d'occuper l'Europe, enfin une partie de l'Europe? C'est trop loin. Il se trouve que la maison Omeyyade vient d'être battue à plat de couture par la maison abbasside. Et donc, c'est un rejeton de cette maison Omeyyade qui va fuir le massacre, hein, et qui, d'ailleurs, va connaître pas mal de péripéties avant d'arriver... Très intéressante histoire, mais enfin, c'est une autre histoire. Avant d'arriver en Andalousie. Vous voyez, c'est arrivant en Andalousie qui va se mettre en tête, dans l'idée, de construire, si vous voulez, une dynastie rivale à la dynastie des Abbassides. Et donc, c'est de là qu'est venu le processus, si vous voulez, de colonisation de l'Andalousie. Alors, au-delà de l'Andalousie, on voit de plus en plus se multiplier des raids, des razzias, des poussées au-delà des Pyrénées. Donc. C'est la technique guerrière, véritablement, qui a imposé l'islam et l'armée musulmane comme un rival dangereux. C'est des techniques de razzia, c'est des batailles éclairs, c'est des blitzkrieg en permanence par rapport à un adversaire qui est toujours d'ailleurs installé dans des certitudes, souvent avec des citadelles, souvent avec un schéma de pensée au niveau de la guerre qui est conçu autrement,
beaucoup plus classique et donc moins mobile, ce qui fait que toujours les adversaires se vont battre sur des techniques guerrières, pas tellement sur le nombre ou sur la qualité des soldats musulmans. Alors néanmoins, avant 732, le duc d'Aquitaine et ses troupes ont opposé de très fortes résistances à ces poussées arabo-berbères, puisqu'il y a eu des défaites cinglantes. On pense à la défaite de Toulouse en 721, par exemple. Ça n'a jamais été une partie facile, la conquête de l'Europe en général et de la France en particulier. Je crois que la Gaule a été le pays qui a le mieux résisté, on va dire, à l'invasion des musulmans. D'ailleurs, c'est là que les musulmans ont rebroussé chemin, on va dire, à partir de Poitiers. Mais enfin, c'est juste, les historiens musulmans disent, on n'a pas été battus à Poitiers ou à Châtellerault, enfin, l'endroit qu'on veut, mais c'est qu'on a redéployé nos soldats sur d'autres fronts de guerre. C'est la version un peu musulmane. Ils disent, on a redéployé nos soldats pour les amener sur un autre théâtre de la guerre. Il y avait peut-être aussi un essoufflement à ce moment-là de l'expansion. On se posera la question à la toute fin de cette émission. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas l'accord de femmes au moment où on a entendu dire que les chrétiens avaient imaginé d'envoyer pas mal de femmes à ces musulmans pour les distraire. Il n'y avait pas ça du tout. Non, là on est dans le mythe, très probablement. On va voir à quoi ressemblait plus ou moins cet affrontement de Poitiers dans un instant. Le récit de Franck Ferrand. Franck qui nous fait le récit de la bataille de Poitiers sur Europe 1. Qui est-il, ce Charles Martel ? Eh bien, c'est un enfant naturel de Pépin d'Héristal ou d'Herstal, maire du palais du royaume d'Austrasie depuis 680. L'Austrasie, c'est le royaume franc du nord-est de notre France actuelle, avec Metz pour capitale, déborde d'ailleurs légèrement à l'est, royaume rival de la Neustrie au nord-ouest. Je vous dis que Charles est un enfant naturel, donc un bâtard de Pépin. À l'époque, chez les Francs, c'est tout à fait banal, les chefs ayant couramment plusieurs concubines. On a eu l'occasion de parler des Mérovingiens il y a peu de temps à cette antenne. Et leur faisant des enfants. Ce qui est moins banal, c'est que deux de ses arrière-grands-pères aient été des saints, Saint Pépin de Landenne et Saint Arnoux, qui avait été évêque de Metz. Charles a été élevé par sa mère dans une optique bien particulière. Il est pétri d'ambition, il rêve de devenir à son tour maire du palais. Il va le devenir, tant il est vrai que rien n'arrête une ambition obsessionnelle quand elle est bien secondée. Or, au moment où il devient maire du palais d'Austrasie, ce royaume a déjà englouti la Neustrie. Pépin, le père de Charles, a accompli cet exploit. Donc c'est un homme d'une grande puissance. Comprenez l'importance d'un maire du palais, c'est le véritable homme fort du royaume à une époque où le roi n'est plus grand-chose, souvent un adolescent dont la vie ne tient qu'au bon vouloir de ses rivaux. On se rappelle la célèbre formule de Fustel de Coulanges pour désigner le régime mérovingien. Fustel disait « un despotisme tempéré par l'assassinat ». Nous l'avons vu avec Malek Chebel, les Sarrasins et les Maures derrière l'émir Abd-ar-Rahman ont largement débordé les Pyrénées pour s'installer en Béarn, en Comminges, dans les Corbières, dans le Languedoc. Autant dire qu'ils empiètent grandement sur les terres du duc d'Aquitaine, à l'époque le duc Eudes, qui ne cesse de les affronter aux quatre coins de son domaine. En 721, Eudes a donc infligé aux Sarrasins une très sévère défaite. Il a dû penser lui-même qu'il mettait un coup d'arrêt à l'expansion omeyyade, mais il n'en sera rien. Par petites étapes, en multipliant les razzias, les expéditions ponctuelles, les populations militaires sarrasines gagnent du terrain. C'est de cette époque, du reste, et de ces occupations plus ou moins pacifiques que date, dit-on, l'implantation dans le sud-ouest d'un plat qui, à l'origine, était andalou, le cassoulet. Eudes d'Aquitaine, soulignons-le, est alors en conflit avec ses voisins francs du nord et de l'est, mais il lui faut reconnaître ses limites, il est coincé, si vous voulez, entre Francs et Sarrasins, et finalement, au tournant des années 730, il lui faut, à son grand dépit, on l'imagine, faire appel au maire du palais d'Austrasie, au grand chef franc Charles Martel. À l'époque, on ne l'appelle pas encore Martel. Il semblerait, pour autant qu'on le sache, que ce surnom lui soit venu plus tard, probablement du fait de la pression terrible qu'il a fait subir aux Provençaux, qui donc l'avaient surnommé le marteau. Donc, le duc d'Aquitaine ne peut pas endiguer la poussée tous azimuts des Sarrasins et des Maures d'Abd-ar-Rahman, qui s'infiltrent vers le nord, qui pillent donc Poitiers, qui s'en prennent ou menacent de s'en prendre à Saint-Martin de Tours. Charles Martel met sur pied une immense armée de fantassins francs et germains, et c'est sur le mur, sur le front de cette armée que vont venir se heurter les cavaliers arabes. Vous savez, des escarmouches ont lieu, on ne sait pas exactement où situer cette bataille et ni quand, parce que des escarmouches ont lieu pendant longtemps, probablement plus d'une semaine, peut-être deux. On n'est donc pas, je vous l'ai dit, à Poitiers même, mais sur les terres de Poitou, sur la voie reliant la capitale Pictave à Tours. Il semble que l'affrontement en tant que tel ait finalement duré 2 jours, les cavaliers d'Abd-ar-Rahman venant donc
s'empaler littéralement sur les lances pointées des fantassins francs. La mêlée, si l'on en croit les chroniqueurs des deux camps, a été très meurtrière. Les Maures, semble-t-il, étaient à la fois lestés par leur butin et trop attachés à des familles qui les suivaient, qui suivaient toute l'armée. Abdarrahman lui-même est tué, où l'on songe au vers de Corneille, n'est-ce pas, contre nous de pied ferme, ils tirent leurs alfanges, de notre sang au leur font d'horribles mélanges, et la terre et le fleuve et leur flotte et le port sont des champs de carnage où triomphe la mort. Après une journée d'engagement et une nuit de récupération, Charles donne l'ordre à ses hommes d'aller attaquer les Arabo-Berbères dans leur camp même, sauf que le camp en question, il le découvre abandonné. Alors, il y a plusieurs explications à cette défaite cuisante des Arabo-Berbères. Ils étaient loin de leur base, ça c'est certain. Ils étaient donc encombrés, et notamment encombrés de familles. Il faut penser aussi au renfort du duc d'Aquitaine. Longtemps, on a prétendu que les cavaliers francs avaient été aidés par une innovation technologique, si je puis dire, c'est-à-dire par les étriers sur lesquels ils pouvaient s'appuyer pour porter leurs coups. En vérité, la quasi-totale, l'immense masse des guerriers francs étaient en l'occurrence des fantassins. On s'en rend compte, cette bataille doit beaucoup à la légende. Les chroniqueurs qui arrivent tard et qui souvent sont elliptiques font la part belle à l'imagination. Dans 4000 ans de mystification historique, Gérald Messadier, qui était venu nous parler de son livre ici même, nous dit qu'en vérité, la victoire de Charles Martel lui permet de se poser en sauveur de l'Aquitaine, qui passe bientôt sous la coupe des royaumes francs, Austrasie, Neustrie et Bourgogne, c'est-à-dire sous sa propre coupe. Il ne la laissera pas oublier. Son frère Childebrandt la célébrera dans sa chronique, et l'escarmouche est immortalisé, magnifié, exalté par la chevalerie, les chroniqueurs, les troubadours, tous toujours en quête d'héroïsme. Lettrés et copistes qui appartiennent dans leur majorité à des ordres religieux prendront le relais, et en 750, un chrétien d'Espagne qu'on désigne comme l'anonyme de Cordoue évoque un déferlement d'Européens, rien de moins, comme si les croisades avaient commencé dès le 8e siècle. Sans doute faut-il attribuer son exagération à la frustration d'un chrétien contre une religion à laquelle il ne comprend rien et qu'il déteste évidemment, car l'Espagne a été christianisée depuis le début du IVe siècle. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui sur Europe 1 de la bataille de Poitiers, en compagnie maintenant du grand médiéviste Philippe Contamine, auteur notamment de La guerre au Moyen-Âge. C'est un ouvrage qui est plusieurs fois réédité, de l'histoire militaire de la France. Le tout est disponible aux presses universitaires de France. Franck. Bonjour Philippe Contamine. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour essayer d'éclairer notre lanterne sur cette très nébuleuse bataille de Poitiers, car on se rend compte qu'en fait, ni la date, ni le lieu, ni même le déroulement de la bataille ne sont très très fixes ou très clairs. Alors il y a une version officielle, on dit 25 octobre 732, à côté de Poitiers, probablement à Mousset. Enfin, c'est une version parmi d'autres. Je suis tout à fait de votre avis, c'est une affaire compliquée, compte tenu des sources. Les érudits se sont rués sur les témoignages et ça n'est pas commode. Je pense que la bataille de Poitiers, même si elle a peut-être lieu en 733, même si elle n'a peut-être pas eu lieu à Mousset la bataille depuis que les érudits l'ont fixé ainsi, la bataille de Poitiers, pour moi, a existé. Et elle n'a pas été, de différents points de vue, sans importance ni sans conséquence. Oui, vous faites bien de le préciser, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais si vous dites « elle a existé », c'est que certains remettent carrément en cause son existence. C'est le cas notamment de Nas Boutamina, qui avait écrit il y a quelques années un ouvrage, enfin c'était un essai, d'ailleurs plus philosophique qu'historique, mais qui s'appelait « La bataille de Poitiers 732 n'a jamais eu lieu », avec un point d'exclamation, et il disait qu'en fait il s'agissait d'une création, d'une mythification du XIVe siècle, et que le but des chroniqueurs du XIVe siècle avait été d'effacer un Poitiers par l'autre, puisqu'on était au lendemain de la terrible défaite de Jean II le Bon à l'autre bataille de Poitiers en 1356. Donc vous dites si elle a bien eu lieu. Elle a eu lieu parce qu'il y a quand même des sources qui apparaissent bien avant 1356. Vous en avez cité une en particulier, à savoir l'anonyme de Cordoue, qui une quinzaine d'années après la bataille dite de Poitiers, que nous appelons la bataille de Poitiers, dans une sorte de poème en latin,
qui a un aspect épique un petit peu, évoque cette terrible rencontre et, disons, le déroulement de la bataille, le déroulement concret de la bataille, nous le connaissons essentiellement par l'anonyme de Cordoue. Et donc, c'est un texte assez intéressant parce que il montre très bien comment ce vaincu de l'invasion arabe de 711, dont on vient de nous parler, a considéré que cette rencontre était importante et que c'était une lueur d'espoir dans sa perspective. Mais il y a eu d'autres victoires, non seulement des Francs, mais également du duc d'Aquitaine, sur les Arabes et les Berbères dans les années qui ont précédé et dans celles qui ont suivi du reste, car il y a d'autres victoires. Je pense par exemple à celle de Narbonne, quand les Francs viennent littéralement écraser l'armée arabe devant Narbonne assiégée. On est là en 737, donc 5 ans plus tard. Je suis tout à fait de votre avis, ça fait partie d'un ensemble. On peut dire qu'effectivement, l'expansion arabe, l'expansion musulmane, de 630 à 730. Un siècle d'expansion fulgurante, oui. Et fulgurante, est extraordinaire. Je ne dirais pas que ce soit absolument unique dans l'histoire. Non, il y a des cas. Après tout, l'empire d'Alexandre, par exemple. Mais enfin, c'est quand même extraordinaire. Et donc, à l'époque où nous nous plaçons, il se trouve que à l'est, eh bien, les Arabes, ça atteint l'Indus, hein, et puis à l'ouest, eh bien, ça atteint Al-Andalus, c'est-à-dire l'Espagne. Alors donc, il y a un ensemble, et après tout, on ne peut pas savoir, disons dans les années 720-730, si cette expansion est terminée. Ne pas oublier d'ailleurs que cette expansion militaire, guerrière, reprendra par la suite. L'expansion ottomane, qu'est-ce que c'est d'autre, voilà. et du côté de l'Inde. Donc c'est la reprise de l'expansion sous une autre forme. Nous ne sommes pas, disons, nous ne savons pas les intentions d'Abderrahman. Il ne nous a pas dit, parce que d'abord, il n'a pas survécu à cette bataille, donc c'est quand même bon. Et puis ensuite, ça se passe peut-être comme ça. Une conquête, une expansion, ça prend cette allure. Évidemment, comme toutes ces confrontations majeures, il y aura les croisades plus tard, il y aura aussi la bataille navale de Lépante, par exemple, au XVIe siècle, etc. Évidemment, on y voit un choc des religions et des civilisations, ce qui est évident. Est-ce que ce choc était conscient pour les contemporains? Ça, c'est très difficile à dire. Je le crois. Vous pensez? Je le crois, oui. Que, si vous voulez, parce qu'il y a aussi un autre élément dont on n'a pas encore parlé, à savoir, c'est la résistance de l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, Constantinople, aujourd'hui Istanbul, fut menacé à plusieurs reprises par des flottes navales, et c'est grâce au feu grégeois que Byzance, que Constantinople arriva à s'en tirer. Par conséquent, il faut mettre d'un côté la bataille de Poitiers, la bataille de Narbonne, la reprise d'Avignon, etc. Et puis de l'autre côté, le coup d'arrêt qu'a représenté la résistance de Constantinople. Et je pense que les contemporains, aussi bien du côté grec que du côté latin, avaient conscience qu'il y avait quand même une confrontation. Un très grand enjeu. Une confrontation avec une religion qui était considérée comme extraordinaire, puisque finalement, on le comprend très bien, toutes ces populations étaient chrétiennes, et voilà brusquement qu'elles basculent du côté des perfides, comme on disait, des perfides musulmans. Donc on comprend assez bien cela. Alors il y a une chose, un thème qui n'a pas encore été employé, il faut l'employer avec prudence, mais il me semble que c'est inévitable de l'employer, c'est le djihad. Mais oui, voilà. Cette razzia, c'est une forme de djihad. Alors, nous venons justement. C'est une razzia sur fond de djihad. Il y a quand même cet élément-là. Nous y revenons dans un instant. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Revenons maintenant à la bataille de Poitiers, si vous le souhaitez, en compagnie du grand médiéviste Philippe Contamine. Et on parlait de cette expansion arabe, des formes qu'elle prend, de ces razzias, et vous avez prononcé le mot, Philippe Contamine, djihad. Je crois qu'il est inévitable de le prononcer parce que ces nouveaux convertis à l'islam devaient être quand même très convaincus de la vérité de cette nouvelle religion à laquelle ils avaient adhéré. Donc il y avait peut-être simplement, au-delà, disons, de la volonté de pillage, éventuellement de la volonté de conquête, il y avait quand même cette idée qu'ils avaient Allah derrière eux. Oui, parce que très souvent, un certain nombre de vos confrères disent, en
fait, la bataille de Poitiers n'est pas une bataille au sens classique, c'est une contre-razzia. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un raid et on fait un contre-raid. Mais par définition, l'expansion arabe s'est faite par raids successifs, comme le disait Malek Chebel tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Je pense que c'est un raid important. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que ce raid a laissé un grand souvenir magnifié, mythifié dans les chroniques occidentales, des chroniques locales, les chroniques carolingiennes, Réginon de Prume, Otto de Freising, les grandes chroniques de France, toute une série qui se reprennent, naturellement, quelquefois amplifient, etc. Donc des chiffres sont même donnés, parce que d'un côté, il y a 600 000, 300 000, 600 000 sarrasins, ismaélites, comme on les appelle également, et puis de l'autre côté, une poignée de francs qui, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de des espèces de super-héros, ont réussi, de façon quand même, il faut bien dire, assez difficile à comprendre, à vaincre. Et le lendemain matin, semble-t-il, ils pensaient à continuer le combat. Ils sont aperçus que le camp, cet immense champ de tentes, était vide. Bon. Alors, est-ce que Charles Martel possédait des secrets stratégiques extraordinaires? Est-ce que c'était un chef hors du commun? Qu'est-ce qu'on peut savoir de Charles Martel? Pas beaucoup de choses, mais enfin je pense que c'était quand même un très bon militaire, il avait le coup d'œil, etc. Et que les troupes qu'il avait avec lui, qui étaient des troupes, disons, de langue française, romane, comme on dit, ou également de langue germanique, eh bien, étaient de bonne qualité, incontestablement de bonne qualité. Et en même temps, on dit toujours, c'est une explication, que Charles Martel, suite à cette confrontation de cavaliers arabes ou morts, s'est dit, mais il me manque une cavalerie. Et c'est pour ça qu'il a confisqué les terres d'église. Donc l'église ne l'aime pas. Il n'y a pas de Saint Charles Martel. N'est-ce pas? Bon, même s'il est lui-même descendant de saint, nous l'avons vu. Absolument. Et donc, ces terres d'église ont été distribuées à ses compagnons, et c'est devenu, en un sens, la chevalerie médiévale. Donc vous voyez l'importance de cette bataille, non seulement par rapport au monde musulman, mais encore par rapport à Charles Martel. C'est le grand-père de Charlemagne. C'est ça, c'est-à-dire que bientôt... Sans Charles Martel, pas de Charlemagne. Et donc pas de renaissance carolingienne. Et voilà, en un sens, on peut le dire comme ça. Et par ailleurs, c'est la reconstitution de la Gaule par la conquête définitive de l'Aquitaine. Tout à fait. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que 732... et ses suites, et son contexte, est une grande date pour l'histoire de la France. On comprend assez bien qu'au 19e, au 20e siècle, j'ai dû apprendre ça dans ma jeunesse, 732 a été considéré comme une bataille qui a fait la France. Oui, c'est-à-dire que ça, je me permets d'insister un tout petit peu, parce que je pense que c'est peut-être un des enseignements de cette émission, c'est qu'il n'y a pas seulement un coup d'arrêt à une conquête dont on peut imaginer d'ailleurs que cette expansion arabe a arrivé à sa fin presque naturellement. Elle s'essoufflait plus ou moins. C'était très loin. C'était très loin là quand même. C'était très loin de Médine et de la Mecque. Évidemment. Mais après tout, qui sait? Mais au-delà même donc de cette confrontation entre deux civilisations et deux religions, il y a ce caractère institutionnel de la bataille. Il va y avoir, grâce à cette bataille, une nouvelle dynastie bientôt, et puis un pays, une Gaule qui se reconstitue. Ce n'est pas une constitution, mais c'est une reconstruction de la Gaule, oui, parce que la Gaule, disons, était divisée à l'époque mérovingienne. Il y avait l'Australie dont vous avez parlé, il y avait la Burgondie, la Bourgogne, et il y avait la Grande Aquitaine. Oui, donc ça faisait quatre ensemble. L'Aquitaine qui est très riche, qui avait conservé, ça c'est très important, ses traditions romaine. Il y avait une tradition de romanité dans l'Aquitaine, et cette tradition explique en partie, disons, le fait que Charlemagne se considérait comme un empereur romain. Merci beaucoup, Philippe Contamine. J'aurais bien aimé qu'on entre dans le détail de la bataille, puisque vous connaissez ça mieux que quiconque, mais comme nous l'avons dit, je pense, on ne sait pas grand-chose des armes employées, etc. Tout ça était quand même... on ne sait pas grand-chose. Je pense que c'est une confrontation de cavaliers et de gens de pied. Mais comment est-ce que ces gens de pied, à un certain moment, ont réussi à l'emporter sur cette nuée de cavalerie et de cavaliers arabes? Le détail, on ne le connaît pas.
Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes, entre autres nombreux ouvrages, l'auteur de La guerre au Moyen-Âge, aux presses universitaires de France, et puis le tome de l'histoire militaire de la France, le premier tome est paru. Merci beaucoup Philippe Contamine. Merci. J'ai également entre les mains l'ouvrage de Malek Chebel qui vient de sortir. C'est un petit librio, vous savez, dans la collection ID Librio. L'islam de chair et de sang, c'est sur l'amour, le sexe et la viande dans le monde musulman. Donc rendez-vous demain pour cette journée spéciale Astérix, à l'occasion de laquelle je recevrai Uderzo. Et dès aujourd'hui, vous pouvez retrouver en exclusivité un extrait du film Astérix et Obélix au service de Sa Majesté sur Europe1.fr. Donc exactement. Vous pouvez aller voir ça. Pas. Et puis ce soir, nous avons rendez-vous, alors cette fois à la télévision. Sur France 3. Sur France 3, puisque nous allons parler de la mort d'Henri IV. On a célébré Henri IV l'année dernière, puisque c'était il y a 2 ans maintenant, c'était par définition en 2010, le 4e centenaire de la mort d'Henri IV. On a parlé à cette occasion des complots possibles. On a vu notre ami Jean-Christian Petit-Fils sortir un ouvrage sur un des complots qui ont abouti à la mort d'Henri IV. Vous verrez que nous allons disséquer ça ce soir et que nous vous réservons un certain nombre de surprises sur le sujet. Donc sur France 3, en deuxième partie de soirée à peu près. En deuxième partie de soirée, oui. Vous savez, sur France 3, avec cette affaire de journal qui s'appelle Soir 3. Oui, arrivé dès le Soir 3. Les deuxièmes parties de soirée ressemblent un peu à des troisièmes parties de soirée, mais enfin disons que... Mais ça vaut le coup d'attendre. Oui, dès 23h10, nous serons là avec Henri IV ce soir sur France 3.